Sébastien Copeland, vous êtes un photographe de renommée mondiale, plusieurs fois primé, un grand explorateur et un athlète exceptionnel. Anglo-américain, français, vivant en Allemagne, très international. Vous êtes aussi un auteur, conférencier, photographe, je l'ai dit déjà, vous faites des films, énormément de choses, et vous avez un combat dans la vie qui est le réchauffement climatique. Donc depuis plus de 10 ans, vous nous avez fascinés avec les expéditions que vous organisez pour défendre la cause environnementale et démontrer l'impact du dérèglement climatique sur notre planète et sur nos vies. Donc vos livres, vos expositions, vos films, vos conférences à travers le monde, votre fondation Sedna sensibilise à l'urgence d'agir et sur le nécessaire rapprochement de l'économie et de l'écologie. Grâce à l'exposition de Pôle en Pôle, un monde qui disparaît, qui a été présentée par le Sarna sur les murs du Jardin du Luxembourg, vous avez donné accès aux photographies que vous avez réalisées à énormément de gens, je crois plus de 4 millions de personnes. Toutes ces photos que vous avez prises en parcourant à pied plus de 8000 km de l'Arctique au Groenland, à l'Antarctique. Donc nous aurons la chance d'en découvrir une partie sur les écrans tout au long du Spring Campus. Donc je vais vous laisser la parole, à bientôt, très vite. Merci encore de ce que vous faites, de votre témoignage sur l'urgence d'agir face à tous les défis géopolitiques, démographiques, économiques et sociaux que nous allons devoir affronter. Défis qui nous obligent à agir collectivement, secteur public, privé et société civile. Défis qui nous obligent, nous, entrepreneurs, à être moteurs d'une croissance responsable qui allie sens et croissance. Sébastien, je vous invite à monter sur scène. Merci pour cette belle présentation. Alors, ça fait quand même 25 ans de voyage dans les régions polaires, pas 10. C'est Sedna, ma fondation, qui a 10 ans cette année. Nous allons commencer par... J'aimerais faire de vous demander à tous de mettre une main en l'air si vous êtes concernés par les problèmes climatiques. C'est pas mal, c'est bien. Et ceux qui sont optimistes. Et ceux qui sont optimistes et concernés. Voilà. Ça, je dirais que cette dernière catégorie serait sans doute la bonne. Et j'aimerais parler de ça. Bertrand nous a fait une belle présentation sur l'approche, la vision macro. Mais j'aimerais descendre sur la planète Terre et examiner les raisons pourquoi nous devons être concernés et surtout cette transition exceptionnelle auquel nous participons tous et qui se met en œuvre alors même que nous sommes ici aujourd'hui. La semaine dernière, le Conseil d'État réprimande le Premier ministre français vis-à-vis de la commune de Grand-Sainte en alertant que les cibles du gouvernement ne sont pas alignées du tout avec leurs projections de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2035. Le Haut Conseil pour le climat s'aligne avec les Nations Unies et lance l'alarme pour des sécheresses, des migrations massives, la famine, les extinctions d'espèces. Et nous disent collectivement qu'un enfant né aujourd'hui trouvera une terre fondamentalement différente quand ils atteindront l'âge de 30 ans. Les Français, avec ce Haut Conseil et surtout le Conseil d'État, lance un précédent français, mais qui existe au préalable dans d'autres pays. En l'occurrence, la Cour constitutionnelle allemande, il y a 2 mois, a lancé ce même appel pour le Bundestag en leur faisant face à la même réprimande et en disant qu'une réduction de 55% des gaz à effet de serre d'ici 2035 ne s'aligne pas avec un objectif de net zéro pour 2050 et ont forcé le gouvernement allemand à ajuster cet objectif à 65% par 2035. Ça reflète la Hollande aussi,
De toute évidence, les États-Unis, avec la nouvelle administration, Biden a lancé un cri d'appel et s'engage fortement à des nouvelles targets qui vont bien au-delà d'aucune précédence. À savoir que le changement climatique va nous donner un rehaussement d'investissement dans l'industrie, évidemment créer une opportunité énorme dans le travail, mais va aussi être coûteuse. Nicholas Stern, en 2007, avait prévenu que 1% du produit national brut, PNB en français, serait nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, on pense que c'est 2% et que ça ira jusqu'à 10% du GNP, PNB, et que plus on attend, évidemment, plus les coûts augmentent. Je pense qu'on est tous alignés aujourd'hui à savoir que nous faisons face à une transformation systémique énorme. Elle est à la fois socio-économique, socio-politique, de toute évidence environnementale, et comme elle s'ajoute dans un contexte géopolitique, et évidemment une transformation technologique énorme. Donc, le monde se transforme d'une manière qu'on n'a pas vue depuis juste l'avant-guerre, en tout cas la préparation de la guerre, mais avec un runway, comment dire, un runway, enfin une piste de décollage plus longue et surtout avec des conséquences qui vont durer beaucoup plus longtemps. On ne sait pas exactement où ça va aller, mais on est déjà dans le train et on sait que ça va sans doute être un rodeo. Donc, je pense que c'est important de le contextualiser et de comprendre pourquoi ces sacrifices et pourquoi cette envolée et surtout pourquoi cette commitment est vraiment nécessaire. Et comme j'ai étudié, moi, la glaciologie et je suis chercheur en climatologie, je vais essayer de vous présenter certains aspects qui, à mon avis, sont les plus importants et qui se définissent en gros par les 3 A, the Arctic, l'Amazone et Antarctica. 2020 figure comme l'année la plus chaude sur tous les records, indépendamment du fait que c'était une année La Niña, qui sont normalement, ce sont des vacillations qui changent entre El Niño, qui sont généralement des années chaudes et sèches, et La Niña, qui sont plutôt moins chaudes et généralement plus pluvieuses. Typiquement, jusqu'à 2016, tous les records étaient toujours des El Niño years, donc des années plus chaudes. Il se trouve que 2020 est une La Niña, donc surprenant à ce niveau-là. Ça a été marqué par des périodes de températures élevées persistantes, beaucoup de feux de la Sibérie à la Californie et jusqu'en Australie. Et évidemment, en Arctique, une réduction qui est chronique et qui s'annonce depuis plus de 30 ans de l'étendue de la glace arctique. L'Arctique se réchauffe à 2 fois la moyenne globale. Certains endroits de l'Arctique sont même à 7 fois dans des régions de l'Alaska. Et il faut comprendre que l'Arctique n'est pas juste une question de perte de la glace, de l'impact sur son écosystème, des issues des ours polaires, l'emblématique animal du changement climatique, mais que l'amplification polaire de l'Arctique, donc l'amplification, c'est la relation entre l'air, la température de l'air, la température de l'océan et son rapport avec la glace, et en l'occurrence avec des conséquences globales. Donc cette amplification polaire a des répercussions qui nous touche tous, et en l'occurrence son impact vis-à-vis du jet stream. Et je ne connais pas la terminologie pour le jet stream, mais on va l'expliquer. Je pense que vous comprenez tous ce que c'est. Le jet stream, c'est cet courant d'air, il y en a plusieurs, en tout cas autour de l'Arctique, il est ce qu'on appelle le circumpolaire jet stream autour de l'Arctique. Et imaginez que cette cercle bleu à gauche de l'image est comme un vase, et un vase qui est plein d'air froid. Et avec un réchauffement de la planète dans les latitudes plus modérées,
l'air chaud commence non seulement à pénétrer dans cette jet stream, mais aussi à le ralentir. Maintenant, le jet stream est en fait essentiellement un atmospheric highway, une autoroute atmosphérique qui se situe à l'endroit où les jets volent, c'est-à-dire autour de 30 000 pieds d'altitude. Et traditionnellement, cette shape, en fait, ce cercle de l'ouest en est, a été relativement régulier. Mais dès que cet air chaud pénètre dans le cercle du jet stream, évidemment, pensons ça comme un vase, l'air froid, lui, tout d'un coup, se découle. Et ça fait des vacillations de nord en sud, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Ça crée des poches de haute pression, c'est-à-dire des systèmes météorologiques chauds, alors même que dans des régions qui sont finalement sur les mêmes latitudes, on voit des endroits qui sont relativement plus froids. Et on va illustrer ça avec une image satellite thermodynamique qui représente les États-Unis il y a juste quelques semaines. Comme vous le savez sans doute, en tout cas je l'espère, on a vu des températures absolument hors d'ordinaire, notamment au Canada et sur la côte ouest des États-Unis, notamment en Oregon et en Californie, ainsi que Washington State, donc tout le Pacific Northwest and Southwest. Et cette distribution du jet stream crée un combat entre les régions froides et les régions chaudes, ce qu'on appelle en climatologie a quasi-resonant amplification, une amplification résonante quasi. Et ça crée donc des espèces d'imbalances comme ça. Ça, c'était la carte du monde en ce jour-là, qui était, je crois, le 27 ou le 27 juin, avec une température donc au Canada, un record, en tout cas dans l'histoire moderne depuis 1880 of recording statistics, de 48 degrés Celsius dans le Canada, et pourtant de manière surprenante, qui ne représente pas ce qui se passe dans l'Atlantique milieu et en tout cas l'Europe de l'Ouest. Par contre, on retrouve ça dans une partie de la Russie et la partie centrale de la Russie, des températures plus modérées, et ensuite la Sibérie de l'Ouest, des températures, encore une fois, complètement hors de l'ordinaire, avec notamment un autre record de chaleur dans le cercle arctique de 38 degrés centigrades. Les heat waves sont 3 fois plus communes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 1960. Et il n'est plus logique simplement de parler d'événements qui sont centenaires ou millénials même, puisqu'ils sont de plus en plus communs. Pour revenir à la Sibérie, cette journée du 17 juin, cette température donc de 38 degrés Celsius, qui est exceptionnelle, ne battait seulement la température précédente de l'année précédente, qui était de 37,8 degrés. Donc, des événements de changement climatique qui deviennent de plus en plus chroniques. Et surtout, ce qui est intéressant avec la Sibérie, c'est le puits énorme de méthane que représente la Sibérie. C'est-à-dire qu'il y a 5,3 millions d'années, les températures globales étaient de 6 degrés supérieurs. Beaucoup de la glace au monde avait fondu et la Sibérie était en l'occurrence, qui avait été une région boréale et d'arbres, etc., a été recouverte d'eau avec en gros 25 mètres d'eau supplémentaire. Et ensuite, quand la planète s'est refroidie, cette eau est repartie et tous ces arbres, au fur des générations, ont créé un stock de carbone qui est devenu de plus en plus riche dans le sol. On parle notamment d'une permafrost qui s'appelle le Yedoma, qui est une permafrost de Pleistocene area, qui remonte donc beaucoup et qui est un puits très important de méthane. Le méthane, un gaz qui est 84 fois plus potent, plus fort que la dioxyde de carbone, en tout cas pendant les premières 20 ans de son release. Donc,
on trouve aujourd'hui une concentration de méthane la plus élevée en 800 000 années. Des nouvelles studies montrent qu'il y a aussi une ressource énorme de méthane, justement à 70 mètres de profondeur, où pendant ces périodes interglaciales, beaucoup de peat bog, donc de matériel organique, s'est déposé et au fur des millions d'années a augmenté. Et pour donner un ordre de magnitude de ce que représente la méthane, il y a présentement à peu près 1 gigaton, donc une tonne métrique de méthane dans l'air, dans l'atmosphère terrestre. Juste dans 70 mètres de profondeur, il y a entre 1000 gigatons et 5000 gigatons de méthane. Donc 1000 gigatons dans l'atmosphère à présent, 1 gigaton dans l'atmosphère à présent, et entre 1000 et 5000 gigatons juste dans un endroit sous l'océan sibérien. Et ces petites bulles que vous voyez, qui font des jolies photos, c'est certain, c'est en effet la méthane qui se relâche du sol de cet océan. On a, pour la première fois l'année dernière, observé ce qu'on appelle des zombie fires, et c'est une référence évidemment au film d'horreur américain. Les zombie fires, ce sont en fait la permafrost qui brûle pendant les saisons très chaudes. L'année dernière était une saison record pour les feux en Sibérie, qui non seulement relâche donc de la dioxyde de carbone de manière en volume très très impressionnant, mais en même temps qui réchauffe ce permafrost et qui relâche donc plus de méthane. Mais ce qu'on a observé avec ces zombie fires, c'était que le permafrost continue à brûler même pendant l'hiver. C'est-à-dire que quand les périodes de l'hiver de moins 30, de temps en temps moins 40 degrés se développaient, ces feux continuaient à réchauffer le terrain. Et surtout lorsque le printemps arrive, plutôt que d'avoir des semaines à refroidir ce sol est déjà primed, enfin préparé pour une recrudescence de feux de forêt et de feux de permafrost. Donc un endroit qui est très très important dans le changement de la valeur chimique de l'atmosphère et qui nous rappelle cette période, et c'est pour ramener ça dans un contexte socio-économique et sociopolitique. En 2010, vous vous souviendrez peut-être, il y a eu une période de sécheresse très importante en Europe, avec notamment des feux très importants en Sibérie. C'était la première fois depuis des années où on a observé plus de 5000 feux, 5500 feux qui se développaient simultanément en Russie. Maintenant, le Ukraine, Kazakhstan et Russie combinés sont ce qu'on appelle le breadbasket of Eurasia. Donc, c'est les plus grands producteurs de grains de l'Eurasia et ils produisent 25% de grains pour le monde. Le yield, le agricultural yield, donc les résultats de production cette année, non seulement de grains, mais même du wild grass as well, tout ce qu'on nourrit les bovins avec, le cheptel, c'est ça, le cheptel, oui. Aussi ont brûlé. Et donc, les Russes étaient forcés à nourrir des grains pour le cheptel. Et le prix donc du cheptel a augmenté as a result. De même pour le prix du blé qui a augmenté de 66% en 2011. Et le plus grand importeur de blé au monde, c'est l'Égypte. Et sans surprise, en février 2011, un homme dans un marché tunisien se met en feu pour protester contre le prix haut de la nourriture et des commodities, ce qui est en l'occurrence le spark, l'étincelle qui lance le feu au Arab Spring. Donc une déstabilisation de toute une région qui inclut non seulement évidemment la Tunisie, mais aussi l'Égypte, Syrie, Libye, Bahreïn, Yémen, etc. Donc la production de calories globale dépendant donc d'une région qui est
affectés par l'amplification polaire, déstabilisent tout un système de gouvernance, à savoir bien sûr qu'il y avait un contexte sociopolitique qui avait primé ça. Mais les gens, comme on l'examine scientifiquement, les années El Niño, justement plus chaudes, sont 2 fois plus propices à générer des instabilités sociopolitiques que les années La Niña qui sont plus fraîches. En l'occurrence, les gens sont plus proches à sortir une Kalachnikov pour défendre leur famille s'il n'y a pas d'eau ou de nourriture sur la table de leur maison. En Syrie, la même chose s'était mise en jeu. En l'occurrence, 6 années de sécheresse a précédé le relèvement armé de 2011, une période où les agriculteurs syriens avaient perdu 60% de leurs terres et 80% de leur cheptel. Donc des conséquences dramatiques qui ont amené, en l'occurrence, plus de 400 000 Syriens tués, victimes, ainsi que, évidemment, 6 millions de personnes displaced et jusqu'à 5,6 millions and counting of refugees. De toute évidence, le problème de la calorie ne s'applique pas seulement aux gens de Guatemala ou de gens de Syrie ou de gens de South Darfur, parce que le changement climatique n'a pas de passeport. Il y a dans le monde 37 major aquifers, des nappes d'eau importantes sous la terre. De ces 37 aquifers, il y en a 22 qui sont sur le verge, at the limit of a systemic collapse. Donc, énormément d'hydrologie est en perte. Et aux États-Unis, ça c'est le Lake Mead dans le Nevada, donc de la semaine dernière. Lake Mead qui est en train de perdre énormément de son eau et en l'occurrence de son électricité, puisqu'elle amène de l'électricité pour 1,3 million de personnes aux États-Unis, entre le Nevada, l'Arizona et la Californie. Maintenant, c'est évidemment pas juste l'électricité. La Californie représente un sol d'une richesse qui a permis de délivrer environ 30% des légumes aux États-Unis. Donc, un sol très riche normalement, mais parce qu'il a beaucoup de soleil, évidemment, mais qui dépend de toute évidence aussi avec une hydrologie qui a été, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, assez régularisée. Mais comme on le voit sur cette photo, la sécheresse qui a atteint des records cette année, et j'ai prédit depuis le mois de janvier dernier une saison de feu qui va aller au-delà de celle de l'année dernière, qui était la plus grande pour la Californie, seulement plus forte que l'année 2019, qui était l'année précédente. Et cette année, les feux en Californie ont débuté déjà en avril, alors que normalement, traditionnellement et saisonnièrement, ces feux débutent typiquement au mois d'octobre. Donc, le gouvernement américain a décidé, en tout cas le Californien, state government, a décidé de couper les réservoirs d'eau, en tout cas de réduire l'apport d'eau pour les agriculteurs, de sorte à préserver non seulement la biodiversité en Californie, mais aussi de garder un certain taux d'eau dans les réservoirs. À savoir que les nappes subterranean, donc de l'aquifère qui couvre l'Arizona et la Californie, ainsi que le snowpack dans les montagnes, a été réduit d'un facteur de 28% pour cette année. En Californie, on se souviendra bien sûr des feux absolument hellish, des cauchemardiens, notamment dans cette ville de Paradise en Californie en 2018, qui avait été complètement rasée avec des pertes humaines extrêmement importantes. Mais bien sûr, on a vu ça aussi en Australie, avec des feux qui ont atteint la taille du Libanon dans cette même période. Et ce qu'il semblait être généralement des problèmes qui étaient
limités géographiquement, on se rend compte qu'ils augmentent et ils se spreadent de plus en plus dans les endroits habitables, où les gens ont construit des communautés, parce que le coût de vie et le coût immobilier pour maintenir des économies dans les villes proches était trop élevé. Et donc, il y a un paradigme qui s'établit où certaines personnes ont reconstruit leur maison 6 fois dans les mêmes endroits qui ont brûlé 5 fois auparavant. Et ce qui a été remarquable, c'est que 4 fois suivantes, les assureurs ont continué d'assurer jusqu'au moment où, de toute évidence, ça ne faisait plus de sens économique. Et l'État, California et Federal, donc les deux, ont décidé de step in et de bond the insurers et de leur dire non seulement il faut que vous assurez, et ensuite nous, on va vous permettre de financer ça. Et c'est comme ça que le denialism du climat et du sentiment d'un environnement qui ne veut pas que nous soyons là est tout de même assez flagrant. Notamment, la même dynamique s'est établie en Floride, où le budget qui a été bonded par le State of Florida est de l'ordre de 5,2 trillions of dollars, qui est 3,2 trillion dollars, qui est 5 fois the state budget. Donc, à un moment donné, les ouragans, les floodings and whatnot vont complètement surpasser un budget qui est dans les mains, en fait, des taxpayers. Pour la première fois, en tout cas dans la discussion du climat, pour la première fois, on voit un stand-off avec des civils qui avaient débuté déjà dans le Idaho avec un type qui s'appelait Ammon Bundy et qui fait partie d'un groupe extrême droite, mais qui donne une voix aux fermiers. Et quand l'État a décidé de fermer l'accès à l'hydrologie pour leurs terres, à savoir que certains de ces fermiers perdent 30 et jusqu'à 50% de leur agricultural yield, jusqu'à tel titre que certains décident que c'est plus rentable pour eux de revendre l'eau qu'ils devaient recevoir que de grandir des ressources agricoles. À quel titre, évidemment, ces ressources agricoles qui desservent une population n'est plus là. Donc, les Américains ont une manière de se battre qui est tout à fait unique à leur deuxième amendment de la Constitution, c'est-à-dire d'amener des armes. Et ce genre de conflit, en tout cas, écho d'une façon plus, on va dire, westernized, le conflit qu'on a vu en Syrie. Pour en finir avec l'Arctique, il y a évidemment ensuite ce qu'on appelle the AMOC, ou the Atlantic Meridional Overturning Circulation, ce qui est aussi appelé en anglais le Thermohaline Circulation. Et c'est le Gulf Stream, ce conduit de courant qui amène de l'eau fraîche vers les tropiques et donc qui réduit la température élevée dans ces régions, diminuant ainsi l'incidence des ouragans et des storms violents, mais surtout qui amène aussi de l'eau chaude vers l'Europe de l'Ouest, en l'occurrence. Il n'y a aucune raison pourquoi l'Europe de l'Ouest serait plus chaude que, disons, le Québec, qui est en fait sur la même latitude. La seule raison pourquoi les hivers en Europe ne sont pas aussi froids par rapport à sa proximité de l'Arctique a entièrement à voir avec le AMOC ou le Thermohaline Circulation, ce Gulf Stream qui distribue ça. Maintenant, avec la perte de glace fraîche de Groenland, qui est une eau non salée, donc avec une masse plus petite que l'eau salée, mais avec une densité plus grande parce qu'elle est très froide. L'eau salée de l'océan et l'eau fraîche du Groenland ne se mélangent pas, c'est comme de l'eau et de l'huile. Et il y en a une qui plonge, et c'est celle qui fait tourner justement le Gulf Stream, et l'eau fraîche qui ralentit ce cycle de Gulf Stream. En l'occurrence, pour expliquer ça dans un terme météorologique, on peut s'attendre à de plus en plus des volées d'hiver avec des moments très froids, ce qu'on a observé déjà en Europe de temps en temps. Un mois de février qui représente le changement climatique
vers le haut, c'est-à-dire à la chaleur, donc des mois en février ou des journées à 22, 23 degrés, et tout d'un coup, un grand split, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce changement du Gulf Stream aussi, qui amène tout d'un coup des coups de grand froid, où il fait tout d'un coup moins 15, moins 20, etc. Et très dangereux, évidemment, pour les portées agricoles et la productivité. Ce système, cette slide qui représente en fait l'interactivité des systèmes planétaires. On voit ici que toutes les dynamiques en fait climatologiques sont interrelated, donc elles communiquent les unes avec l'autre. Ce qui se passe au Groenland affecte the thermohaline circulation, donc le Gulf Stream. Ça, en l'occurrence, change ce qu'on parlait d'avant, le El Niño ou the Southern Oscillation. Donc les moments chauds deviennent plus chauds à cause de ça. Ensuite, ça affecte l'hydrologie qui est distribuée par l'Amazone, un sujet sur lequel je vais revenir dans une minute. Mais très brièvement, dans les 30 dernières années, nous avons perdu 1% des terres qui étaient habitées par les êtres humains auparavant. 1%, alors même que la biologie, c'est-à-dire les insectes, les plantes et les animaux, eux-mêmes ont déjà quitté beaucoup de ces terrains depuis longtemps. La seule chose qui garde les êtres humains là, c'est ce concept artificiel de borders, de frontières. 1%, ça n'est pas beaucoup. Maintenant, d'ici 2070, ce nombre va augmenter à 19%. Donc 19% entre le Guatemala et Sri Lanka, en passant par le Mali jusqu'à la Somalie, l'Inde, etc., qui représentent à cette période de l'année. Maintenant, ils représentent plus de 1 milliard de personnes. D'ici 2070, ça représentera 1,7 milliard à 1,9 milliard de personnes, de gens qui ne pourront plus habiter ces terres-là, donc qui vont migrer soit vers le sud, dans l'Afrique et l'Amérique du Sud, soit vers le nord, c'est-à-dire vers l'Europe et le Canada et les États-Unis. Les températures de record sont 5 fois plus grandes aujourd'hui à cause du changement climatique. Et justement, les vagues de chaleur ont augmenté de 50% par rapport à ce qu'elles étaient en 1980. C'est important de comprendre ce que ça représente pour l'hémisphère nord, pour la production de calories globales et surtout pour une personne sur 4 qui sont ce qu'on appelle at an extremely high level of baseline water stress. C'est-à-dire que 25% de la population fait face à un stress hydraulique très important. Ça nous amène bien sûr à la nature de la migration climatique. Il y a à présent 70 millions de réfugiés dans le monde, mais les Nations Unies nous disent que d'ici 2050, ce numéro atteindra 1 milliard et que d'ici 2070, ça sera 1,5 milliard. Où iront-ils? Ce camp de réfugiés en Jordanie habite 1,4 million personnes d'individus. Maintenant, le deuxième A, c'est l'Amazone. Les rainforests, donc les forêts de pluie, absorbent un tiers de l'émission de carbone anthropogénique. Et à présent, même en 2021, 40 football fields, 40 terrains de football sont détruits toutes les minutes. Depuis l'année 2000, l'Amazone a perdu une étendue de la taille de l'Espagne. Et à la vitesse à laquelle nous allons, d'ici 40 ans, l'Amazonie, la rainforest, qui est un environnement tellement riche en biodiversité, mais surtout qui a des conséquences globales, comme je vais vous le montrer dans un moment, et surtout un self-regulating ecosystem, ce sera transformé en une espèce de désert de shrubbery. C'est dans une quarantaine d'années avec la vitesse actuelle. Comme je le disais à l'instant, l'Amazone, ce n'est pas juste un self-regulated ecosystem.
un écosystème qui se auto-régularise. C'est aussi ce qu'on appelle les rivières atmosphériques. À travers la transpiration et le transportation, la transportation de cette hydrologie, l'Amazone délivre l'équivalence de ce que le Mississippi River, la bouche du Mississippi, délivre dans l'océan tous les jours. Donc une quantité d'eau énorme. Et comme vous pouvez le voir dans cette image thermique, satellite thermique, qui illustre ces atmospheric rivers, non seulement l'Amazone délivre dans le Pacific East, mais surtout, ça retourne et ça délivre de l'hydrologie où, eh bien, sur le American Southwest, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et la Californie. Qui nous ramène donc à la discussion de tout à l'heure vis-à-vis de la production calorique dans ces régions-là. Une question se pose, et celle-là d'ordre géopolitique. Bolsonaro, comme nous le savons, le président Bolsonaro a engagé une politique d'encouragement, on va dire, de destruction de la forêt amazonienne. Et on est en droit à s'interroger à quel moment une agression passive, comme a été engagée par la Norvège, par les États-Unis et par la France aussi d'ailleurs, quand passe d'une agression, une résistance passive à une résistance active. Quand la nature de la survie, en tout cas les considérations existentielles d'un certain environnement et de cet écosystème, menace la valeur calorique et donc la survie d'autres nations souveraines qui dépendent de cette hydrologie. C'est un sujet sur lequel je pense qu'il est important de se porter et qui, je pense, va augmenter dans les années à venir. Je fais partie d'un mouvement, justement, à présent, où on amène à la Cour internationale du crime, les ICC, un cas de criminel contre justement le président Bolsonaro. Est-ce que légalement c'est un cas qui a ses chances? C'est à douter, mais néanmoins établir une précédence de cette nature, je pense, est important et en vaut donc le cas. Je vais passer sur la biodiversité d'une manière générale, mais je voulais juste donner un moment simplement aux insectes, à savoir que ces pollinateurs souffrent peut-être plus que, disons, les 50% de vertébrés qui ont disparu depuis les années 70 ou les 90% de gros poissons dans les océans. Mais ce qui m'arrête, moi, c'est de regarder cette statistique des papillons dans l'espace de 10 ans qui ont perdu 53% de leur effectif. Maintenant, quand on s'arrête et qu'on s'interroge sur les mesures gouvernementales vis-à-vis du climat, je pense qu'il y a des statistiques qui valent le coup d'être examinées et celle-ci, à mon avis, en fait partie. On va partir maintenant du contexte botanique, en tout cas de l'organisme de l'Amazone, pour aller en Antarctique. Ça, ce sont mes pas, en l'occurrence l'Antarctique. J'ai fait un voyage où j'ai traversé 4000 km sur l'Antarctique. Et ça m'a permis d'avoir une expérience qui ressemble finalement assez à ce qui s'est passé il y a 650 millions d'années, où la Terre était entièrement couverte de glace, et donc ce qu'on appelle en anglais le Snowball Earth. Et c'était en fait les mouvements tectoniques des volcans sous la glace qui ont relâché des gaz, notamment des gaz carboniques, et ont créé la première atmosphère à travers un changement climatique moderne. Donc l'Antarctique est devenu un endroit qui a été relativement stable. Cette image est peut-être une bonne métaphore pour la relation actuelle avec notre environnement. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir que 18,3 degrés Celsius est le nouveau record de température en Antarctique. Je dis bien 18 degrés,3, ce qui facilite non seulement l'accélération de la fonte des glaciers et évidemment le rehaussement des océans, un rehaussement des océans qui, rien qu'avec un petit système de glaciers qui est celui sur la gauche de l'image, le Pines and Thwaites Glacier alone, juste cet endroit-là va hausser les océans de 1,2 m d'ici les 100 années à venir. Maintenant, juste
pour être clair sur la question, il n'y a pas d'extraterrestres en Antarctique. Cependant, je ne sais pas si en France, vous avez beaucoup parlé des extraterrestres. C'est un sujet qui est venu récemment quand le département de Defense a déclassifié les rencontres qu'ils ont eues avec des objets volants non identifiés. Une question qui nous interpelle tous beaucoup. Dans la science, évidemment, ça pose plus de questions que n'ajoute de réponses. Mais certainement, ce qui est intéressant, c'est de savoir que si une espèce comme celle-ci, qui aurait des milliers, sinon des millions d'années vis-à-vis de nous, si elles existent encore, c'est que eux, quelque part, ils ont réussi à trouver une solution au paradigme de coexistence avec leur environnement, ce qui est quelque chose qui nous pend au nez, puisque depuis notre existence, nous avons détruit 50% des forêts, que nous avons fondamentalement changé l'alchimie non seulement de l'air, mais aussi des océans, créant donc un système d'acide qui ne permet pas à certaines espèces de se renouveler, et donc sur un système qui est en perte. On a en fait une machine du temps dans laquelle on peut rentrer, qui s'appelle la géologie. Et avec des examinations paléoclimatologiques, on peut savoir exactement ce que ressemble la planète avec des taux de CO2, de carbon dioxide comme nous avons aujourd'hui, et c'est-à-dire de 1,5 à 2,5 degrés supplémentaires. Les océans étaient à 20 mètres de plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. À ça s'ajoute évidemment, juste quand les choses devenaient intéressantes, une pandémie qui nous force à contempler la nature d'une action collective. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons été forcés de réaliser que ce n'est pas un combat qu'on peut gagner seul. Et le climat est le même combat, mais évidemment avec une durée dans le temps qui est beaucoup plus longue. Et malheureusement, celle-ci ne nous permet pas d'attendre plus longtemps. En espérant donc que le Covid nous amène cette leçon. Et je ne sais pas de clock ici. Il y a combien de temps qu'il reste, vous savez? C'est fini? OK. Je vais donc en rester sur ça. Il y a pas mal d'autres choses à dire. Je ne sais pas s'il y a du temps pour les questions ou pas. Mais en tout cas, je vais dire simplement en finale qu'en 1900, il n'y avait pas de voiture à combustion dans le monde, et que tout le monde se promouvait avec un chariot et des chevaux. Et en l'espace de 13 ans, l'industrie des chevaux et des chariots a disparu, et c'est l'automobile qui l'a remplacé. Une transformation systémique, nous y sommes en ce moment, et c'est à nous tous de ne pas penser que parce qu'une personne est en contrôle, not because somebody is in charge that they know what they're doing. Nous sommes tous responsables, et que ce soit au niveau du management de votre compagnie, la culture de la compagnie est quelque chose dans laquelle vous, dans cette salle, êtes responsable, mais d'engager cette culture à se promouvoir dans tous les aspects de votre compagnie est quelque chose qui est désormais une responsabilité morale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous laisse reprendre votre souffle. Est-ce qu'il y a des questions? Donc très vite, ne perdons pas de temps. Je vous rappelle les règles. Vous déplacez au micro et vous attrapez pas le micro avec vos mains. Merci Aurélie. Vas-y. Merci beaucoup. C'est à la fois passionnant et très inquiétant, tout ce que vous nous dites. Enfin, ça plombe clairement le moral. Moi, j'ai une question. On est ici chez Croissance Plus. On parle de reprise économique. On parle de reprise de la consommation. Et en même temps, on se dit, est-ce que la solution à tout ça n'est pas la frugalité? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est certain que le take, make, waste mentality est cette pensée linéaire qui a défini le progrès dans le XXIe siècle et qui nous a donné énormément d'opportunités. Nous ne serions pas ici aujourd'hui si ce n'était pas le cas, est à réviser. Les solutions de circularité de l'économie, de la régénération, tout ça, ce sont des grands thèmes qui sont nécessaires à explorer. Parce que nous savons qu'on approche bientôt, ou en tout cas dans quelques années, 8 milliards d'individus.
que nous sommes définis depuis une quarantaine d'années par une société de consommation disposable, où la majorité des choses que nous avons ne sont pas réusable, et que en fait on apprend de plus en plus que le concept de recyclage est un concept faussé par le volume qui est produit, et à savoir il n'y a pas suffisamment de machines pour pouvoir processer tout ce matériel. Maintenant, il y a des solutions technologiques qui sont très intéressantes, notamment une qui me vient à l'idée, c'est dans l'industrie du textile. Il y a des compagnies désormais qui regardent à une cellule synthétique dont le garment est entièrement fabriqué, c'est-à-dire non seulement the cloth, mais aussi the liner, les boutons et le label, etc. Et en fait, ils produisent donc des billes qu'ils mettent dans un 3D printer, et ils produisent un morceau de clothes, mais qui peut être recyclé intérieurement, c'est-à-dire que le consommateur ramène, quand il a fini son habit, qui est remis dans une manière de refaire des petites billes pour recréer un autre garment. Ce sont des solutions intéressantes, et il y en a comme ça énormément. Ça évidemment, entrepreneurship is all about this. C'est ça qui est nécessaire, c'est de ne plus penser de manière linéaire comme on l'a fait depuis, et comme on nous a appris à le faire. Mais c'est aussi de reconnaître que sans avoir une solution renouvelable qui fait partie du business model, your business model has no future. Parce que le consommateur lui-même devient de plus en plus informé. On le sait depuis les Fridays for the Futures and Extinction Rebellion and Sunset Movement, etc. Mais on sait aussi que le gouvernement, en l'occurrence le Conseil d'État justement l'autre jour, ne permettra pas simplement de ne pas avoir une vision systémique de développement d'un produit. Et ensuite, let's face it, it feels good. Question suivante. Bonjour, alors pour rebondir un peu sur la question d'Aurélie, vous nous avez dit au tout début, quand on a levé la main, que le groupe optimiste et concerné était celui qui avait raison. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de raisons d'être optimiste à la fin de cette conférence, en particulier sur le changement climatique ? Oui, bien écoutez, ce qui est certain, c'est que le futur sera défini par la science et la technologie. Le 36% du market capitalization du S&P 500 est dans la tech. On a donc énormément de solutions technologiques, et ensuite la science, indépendamment d'une repudiation, enfin d'un rejet qui continue depuis d'ailleurs la période de l'Inquisition. Aujourd'hui, ça continue, mais de toute évidence, le progrès est fait. On est dans le genome, on est dans le nanotechnology, the syntech, on popularise les planètes comme Mars. Donc, ce qui est important, c'est de rester connecté à ce qui nous rend, nous, humains. Et il y a une chose particulièrement unique, c'est notre empathie. Et les animaux display de l'empathie aussi, mais l'être humain est le seul species qui a de l'empathie, une capacité d'empathie non seulement pour son espèce, qui est assez commun dans le monde animal, mais dans les autres espèces aussi, inclus les espèces non dynamiques, c'est-à-dire comme les plantes ou les arbres, etc. Donc, là où on peut être positif, c'est que de plus en plus, la machine et la science va nous guider, mais on a cette capacité à la fois philosophique et intellectuelle d'accepter que nous ne sommes capables d'avoir un succès seulement si on a une vision globale. Et c'est ce quoi le Covid nous a appris. Une raison pourquoi le G7 décide de donner 1 milliard de vaccins, c'est pour cette raison précisément. La discussion du Universal Basic Income à l'avenir, qui vient à l'encontre de la perte d'emploi vis-à-vis de la technologie, parce qu'il faut le savoir, d'ici la fin du siècle, on aura perdu au-delà de 50% de travail humain. Ce sont les statistiques. Donc, il y aura 50% d'une population qui va dépendre d'un autre système. Et être capable d'accepter ce nouveau système dépend entièrement de notre empathie. Et si on est capable de développer une empathie pour notre environnement naturel, ça sera le conduit pour avoir une empathie vis-à-vis des autres êtres humains qui auront besoin de notre support aussi.
Question suivante, la dernière. D'accord, bonjour. J'ai quelques pistes aussi pour être optimiste. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Par exemple, on sait que l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère augmente les rendements agricoles. Et depuis, je pense, 20 ou 30 ans, la planète verdit, en fait, globalement. Il y a d'autres éléments, par exemple, ce sont les vagues de froid qui causent plus de victimes des événements climatiques que les vagues de chaud. Et je crois que les victimes des événements climatiques ont tendance à décroître et non pas à croître compte tenu du réchauffement. Donc ça aussi, c'est un élément positif. Il y en a un autre aussi, c'est la fonte des glaces permet peut-être d'avoir des nouveaux passages au niveau du pôle Nord. Enfin, tout ça pour dire que j'ai trouvé que votre présentation, elle est très engagée dans un sens. Et on peut, en tout cas certains pensent que cette catastrophe annoncée, prévue par des modèles, n'est pas inéluctable. Et donc on n'est pas obligé tous de rentrer dans une logique catastrophiste où il faut se dépêcher, si on ne fait rien demain, tout est fichu. Voilà. Chacun peut avoir son avis sur le sujet, je voulais dire ça. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, ok, mais c'est quelque chose dont on peut parler, c'est pas, à mon avis en tout cas, dramatique. Oui, bon alors, honnêtement, je suis un peu surpris par cette ligne de réflexion, puisque ça ne représente ni la science, ni la recherche. Ce que vous dites est complètement en décalage avec 25% de la population qui est justement qui est au baseline water stress levels, qui sont donc qui font face à la dysenterie, à la famine, une perte de 7% des calories globales par centigrade of temperature rise. Donc, il y a certains endroits de la planète qui ont un débit agricole supérieur, mais il y a beaucoup plus d'environnements de la planète qui font exactement le contraire, alors même que nous avons une population qui s'accroît. Donc de dire que c'est une question d'opinion, la science ne s'intéresse absolument pas aux opinions. La science, c'est simplement purement des données, des statistiques. Ce n'est pas à y croire ou à ne pas y croire, c'est ce que c'est comme la gravité. Et ce que vous me disiez maintenant, c'est que en fait la gravité, ça tombe un peu, ça tombe pas trop, mais c'est pas. Donc je vais simplement avec autant de politesse que je vais pouvoir le dire, vous dire que je ne suis absolument pas du tout aligné avec votre prise de position. Bon, merci beaucoup, Sébastien. Je crois que c'est la fin. C'était vraiment passionnant, un peu dramatique, mais je pense qu'on a bien compris l'urgence.